Il est de coutume de dire dans une telle situation que je suis heureux de pouvoir être ici ce soir et de vous parler. Mais je le pense vraiment. Je n'ai pas besoin d'élaborer davantage. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes présentes qui suivent également ce développement. Vous ne m'entendez pas bien. Ou devrais-je parler plus fort? Alors, je n'aurai pas besoin de micro. Alors commençons, mesdames et messieurs. Compte tenu des intérêts très différents, de la propagande, de la désinformation, oui, je dirais même des mensonges, qui sont entrelacés dans cette guerre en Ukraine, et des implications en Ukraine par de nombreux États, mais aussi autour de l'Ukraine. On a parfois l'impression que c'est un nœud gordien insoluble. Selon la tradition, Alexandre Grand a trouvé la solution au nœud gordien en utilisant l'épée. Il a tranché le nœud qui liait le chariot du roi phrygien Gordios aux rênes des chevaux, et cela a marqué le début de sa conquête en Asie mineure. C'est ce que rapporte la tradition par Plutarque. Mais il existe une autre tradition, qui remonte à l'historien romain Lucius Flavius Arrianus. Selon celle-ci, Alexandre a dénoué le nœud par la vivacité de son esprit, en reconnaissant la fonction du cheville de l'essieu pour la résistance du nœud et en retirant simplement le clou. Vous comprenez sûrement pourquoi je mentionne ça ici. Je le mentionne parce que la politique occidentale suit la voie de l'épée. Elle suit cette voie parce qu'elle manque de ce qui distinguait Alexandre le Grand, la vivacité de l'esprit, à savoir reconnaître que la clé dans la guerre en Ukraine est une paix négociée. Mais commençons d'abord par un examen cursif de la situation géopolitique, pour ensuite parler plus en détail de la guerre en Ukraine. Le XXIe siècle est marqué par l'ascension de la Chine en tant que puissance économique et militaire mondiale et par la rivalité des grandes puissances, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie et la Chine. La guerre en Ukraine a déclenché une nouvelle dynamique dans la relation de ces grandes puissances, y compris dans leur rivalité. Mais elle a aussi apporté de la clarté dans un cas important. Seule la Chine, et non la Russie, est capable de remplacer les États-Unis en tant que principale puissance mondiale. La stratégie nationale de sécurité américaine actuelle confirme mon évaluation comme suit. Je cite, « La République populaire de Chine est le seul concurrent qui a à la fois l'intention de remodeler l'ordre international et qui possède de plus en plus la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour le faire. Pékin a des ambitions de créer une sphère d'influence élargie dans l'Indo-Pacifique et de devenir la puissance dominante du monde. » Et c'est pourquoi, dans la guerre en Ukraine, les États-Unis visent à affaiblir la Russie, leur deuxième rivale géopolitique, politiquement, économiquement et militairement, au point qu'ils puissent se concentrer sur l'affrontement avec la Chine, leur plus grand adversaire. Pour atteindre leur objectif stratégique, les États-Unis ont cherché une étroite collaboration avec l'Europe. En particulier dans le gouvernement fédéral actuel, ils ont trouvé non seulement un allié volontaire. Ce chancelier fédéral, comme le montre sa visite vendredi à Washington, semble également prêt à prendre un rôle de leader dans la guerre par procuration en Ukraine. Cependant, il convient de considérer que les alliés européens, tout comme dans la guerre en Ukraine, devraient également être impliqués dans un futur conflit avec la Chine. Avec l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud, ils devraient former un réseau indo-pacifique de partenaires et d'alliés contre la Chine. On pourrait penser que c'est un mouvement astucieux des États-Unis. D'abord frapper la Russie, le plus faible des deux rivaux géopolitiques, puis dans une guerre par procuration, bien sûr pas directement, se tourner ensuite vers la Chine, l'adversaire plus fort. Cependant, comme l'expert stratégique américain Harlan Ullman, je suis d'avis que les États-Unis commettent une grande erreur en ouvrant une confrontation militaire stratégique sur deux fronts contre la Chine et la Russie. Harlan Ullman a décrit cela comme une bombe à retardement. C'est pourquoi la guerre en Ukraine est un tournant pour l'Europe.
Elle montre la détermination à emprunter la voie de l'affirmation géopolitique, politiquement, économiquement, technologiquement et, last but not least, militairement. Beaucoup de ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, en relation avec la guerre en Ukraine, devient compréhensible lorsque l'on sait que l'Allemagne joue un rôle particulièrement important sur l'échiquier géopolitique des États-Unis et surtout dans leur stratégie vis-à-vis de la Russie. Pour George Friedman, un scientifique et géopoliticien américain respecté, il est clair que la Russie et l'Allemagne ensemble représenteraient la seule puissance qui pourrait menacer les États-Unis. C'est pourquoi, dit-il, l'Amérique doit s'assurer que cela ne se produise pas. La plus grande peur des États-Unis, selon Friedman, est que le capital et les technologies allemands se combinent avec les ressources naturelles et le potentiel de production russe. Une combinaison unique que les USA craignent grandement depuis un siècle, selon Friedman. Après l'effondrement de l'Union soviétique et la dissolution du pacte de Varsovie, la Russie a cherché à se rapprocher de l'OTAN. L'idée principale était d'atteindre une coordination étroite avec l'Alliance concernant les États autrefois alliés dans le pacte de Varsovie et les anciennes républiques soviétiques devenues indépendantes, en particulier les États baltes. Ce que la Russie avait en tête, c'était de résoudre les crises et les conflits conjointement avec l'OTAN et ainsi éviter une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. Avec le traité fondateur OTAN-Russie de mai 1987 et le Conseil OTAN-Russie, une base commune a été établie. Une période de coordination politique étroite et de coopération militaire très étroite a été initiée. La Chine adopte une approche modérée concernant la guerre en Ukraine. La Chine est convaincue que les risques mondiaux ont augmenté depuis la guerre et que les pays occidentaux en portent la principale responsabilité. Et cela parce qu'ils ont détruit l'ordre international existant. La Chine encourage la coopération avec la Russie. Les deux souhaitent contribuer à la construction d'un monde multipolaire, ce qui, selon les mots du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, conduira au déclin de l'hégémonie américaine. La question de Taïwan pourrait devenir le point culminant de la rivalité géopolitique américano-chinoise. Dans l'acte des relations avec Taïwan de 1969, les États-Unis se sont engagés à fournir à Taïwan des armes et d'autres formes de soutien nécessaires à la défense. Cependant, l'accord est peu concret quant à la nature de l'assistance. Jusqu'à présent, tous les présidents américains ont maintenu une certaine ambiguïté à ce sujet. Das Ganze in einer gewissen Zweideutigkeit gelassen. Oh, lauter gemacht. Das geht? Ja, ist der Wundermann. Ja. Diese Ambivalenz, diese stratégische Ambivalenz. Cette ambivalence stratégique a été rompue par le président américain actuel. Il s'en est écarté. Interrogé sur le fait de savoir si les forces américaines défendraient l'île en cas d'attaque chinoise sur Taïwan, il a répondu par l'affirmative, si une attaque sans précédent se produisait réellement. Le président chinois Xi Jinping a déclaré à plusieurs reprises que la Chine est prête à réaliser l'unification avec Taïwan par des moyens pacifiques, à moins qu'il n'y ait pas d'autre choix que la voie militaire. Je le cite, « Nous insistons pour rechercher la perspective d'une réunification pacifique avec la plus grande sincérité. Cependant, il n'y a aucune obligation de renoncer à la violence et la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires reste ouverte. La réunification complète de la patrie doit et peut certainement être réalisée. Je suis convaincu que les États-Unis ne seraient ni prêts ni capables de défendre Taïwan. Cela est dû non seulement aux grands avantages géostratégiques de la Chine et à la force conventionnelle croissante des forces armées chinoises, y compris leur grande supériorité dans des domaines stratégico-technologiques tels que les systèmes d'armes hypersoniques, mais aussi au fait que la Chine a rattrapé les deux superpuissances nucléaires, les États-Unis et la Russie, sur le plan nucléaire stratégique. Zu den beiden nuklearen Supermächten USA und Russland aufgeschlossen hat. L'amiral américain Charles Richard
qui était à l'époque commandant du US Strategic Command et donc responsable de l'utilisation des forces nucléaires américaines, a déclaré à propos de la crise ukrainienne, littéralement, dans laquelle nous nous trouvons actuellement, ce n'est pas juste un échauffement. La grande crise est encore à venir. Nous serons testés d'une manière que nous n'avons pas connue depuis longtemps. Lorsque j'évalue le degré de notre dissuasion vis-à-vis de la Chine, alors notre navire coule lentement, mais il coule. La guerre en Ukraine a favorisé la formation de blocs géopolitiques concurrents. Alors que les États-Unis, l'Union européenne et l'OTAN se rapprochent, un second bloc géopolitique s'est formé autour de la Chine et de la Russie. Le cœur de ce bloc est constitué par les soi-disant pays BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ainsi que l'accord de coopération de Shanghai. Ce groupe comprend la Chine, l'Inde, l'Iran, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Pakistan, la Russie, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. La Chine collabore étroitement avec l'Arabie saoudite sur le marché mondial du pétrole et dans l'utilisation de l'énergie nucléaire et a également fortement soutenu l'adhésion de l'Arabie saoudite au groupe des BRICS. De plus, la Chine pousse à la formation d'une monnaie de réserve basée sur les matières premières, en concurrence avec le soi-disant pétrodollar, c'est-à-dire le dollar, également dans le but d'établir une monnaie mondiale de référence basée sur l'étalon or. Für eine weltweite Leitwährung auf dem Goldstandard. Wenn man weiß, dass die amerikanische Macht. Si l'on sait que la puissance américaine repose principalement sur l'influence du dollar, alors c'est une manière intelligente de prendre le dessus dans cette rivalité. Depuis le début de cette année, l'Arabie saoudite, un ancien allié très proche des États-Unis, ainsi que l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Argentine, l'Égypte et l'Éthiopie, ont été admis comme nouveaux membres dans le groupe des BRICS. Cela représente 3,8 milliards de personnes de la population mondiale qui se sont unies dans une même alliance économique. 3,8 milliards. Et je voudrais ajouter qu'actuellement, 40 autres pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre. Parmi eux, l'Algérie, l'Indonésie, le Pakistan, le Mexique, le Nicaragua, l'Uruguay, le Venezuela et même 2 pays de l'OTAN, à savoir la Grèce et la Turquie. Le fait que les pays d'Amérique du Sud en particulier montrent un intérêt fait particulièrement mal. Les Américains s'efforcent beaucoup, par exemple, d'empêcher l'adhésion du Mexique. Mais en raison du développement que je viens de décrire, il est d'autant plus important que les Européens renforcent leur capacité à s'affirmer et deviennent un acteur indépendant dans la politique internationale. Cela inclut également la capacité à prévenir et à contenir les conflits. La nécessité d'une capacité de sécurité et de défense européenne déjà évidente, rien qu'en regardant la périphérie européenne. Là-bas, les grandes puissances se livrent depuis des années à une lutte pour des zones d'influence. Les puissances régionales mènent une guerre par procuration pour la domination régionale. Les minorités ethniques et religieuses luttent pour l'autodétermination et l'indépendance. La surpopulation, les oppositions religieuses ainsi que la destruction des bases naturelles de la vie par de grandes catastrophes de sécheresse forment le terreau pour les groupes terroristes islamistes et fondamentalistes. Ces catastrophes se produisent dans une zone qui s'étend du Moyen-Orient à l'Afrique. La guerre en Ukraine a conduit l'Europe à un carrefour. Cette guerre ne concerne pas seulement la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il s'agit aussi d'un ordre de sécurité et de paix européen, dans lequel tous les États du continent européen ont leur place. De plus, les conséquences économiques dramatiques de cette guerre pour l'Europe, et en particulier pour l'Allemagne, deviennent de plus en plus évidentes. Le point de départ d'une guerre est toujours une certaine constellation politique. Je ne veux pas entrer ce soir dans les détails de la guerre en Ukraine. Mais il est important de comprendre qu'une guerre ne se déclenche pas simplement. Par exemple, Poutine ne décide pas un matin au petit déjeuner d'envahir l'Ukraine. Une guerre a toujours une longue histoire, et une guerre conduit à une nouvelle constellation politique. Die Frage ist natürlich,
La question est bien sûr de savoir à quoi ressemble cette configuration. Doit-elle être permanente? Si c'est le cas, alors il doit y avoir une solution qui soit politiquement convenue tant avec les opposants qu'avec les partisans. C'est pourquoi Clausewitz exige, et aucune conférence d'un ancien officier ne se fait sans mentionner Clausewitz, que la politique doit garder le dessus dans une guerre et continuer malgré les combats. Cela conduit à une approche double. D'une part, la nécessité d'une capacité de défense assurée pour protéger le pays, et d'autre part, l'effort pour parvenir à une paix négociée afin de mettre fin à la guerre. Lorsque la politique et la diplomatie sont, comme c'est le cas dans cette guerre, mises hors jeu, alors la guerre, telle que définie par Clausewitz, est un acte de violence sans limite. Chacun impose ses règles à l'autre. Il en résulte une interaction qui mène à l'extrême, ce que nous appelons aujourd'hui l'escalade. C'est exactement ce que nous avons vu dès le début. La situation géostratégique de la Russie et des États-Unis, les deux principaux acteurs de cette guerre, ne pourrait pas être plus opposée. Protégés par deux océans, avec un allié au nord et un État ami au sud, les facteurs géostratégiques de l'espace et du temps ne jouent aucun rôle pour les États-Unis. Et ils ne sont pas non plus attaquables par des moyens conventionnels. Les États-Unis sont une puissance aérienne et maritime. En revanche, pour la Russie, en raison de sa grande masse terrestre entourée de nombreux États et régions en crise, l'espace et le temps sont d'une importance existentielle. Aussi, pour des raisons historiques, la Russie aspire à une sécurité militaire de manière particulière. J'ai l'impression que la Russie n'est ni prête à abandonner son histoire, ni capable d'échapper à sa situation géostratégique. Le tournant stratégique dans la relation entre les États-Unis et la Russie a été l'année 2002, à savoir la dénonciation unilatérale de l'accord ABM de 1972 sur les systèmes de défense antimissiles stratégiques, qui était extrêmement important pour l'équilibre nucléaire stratégique entre ces deux superpuissances. En même temps, un système de défense antimissile a été mis en place en Europe, que la Russie devait percevoir comme une menace à l'équilibre nucléaire stratégique avec les États-Unis. En 2019, l'accord INF sur les missiles nucléaires à portée intermédiaire, si crucial pour la sécurité de l'Europe, a également été dénoncé unilatéralement. En fait, les États-Unis ont ainsi donné à la Russie la possibilité de développer, de manière légale et conforme au traité, un nouveau potentiel de menace nucléaire eurostratégique contre l'Europe. Un an plus tard, le traité sur le ciel ouvert a été unilatéralement dénoncé. Ce traité était très important car il permettait des inspections mutuelles et assurait la transparence ainsi que la prévisibilité des actions militaires. Néanmoins, en 2021, l'accord sur les systèmes d'armes stratégiques intercontinentaux, c'est-à-dire l'accord sur les armes américano-russes, connu sous le nom de traité New START, a été prolongé de 5 ans d'un commun accord. Il y a même eu des négociations pendant la guerre en Ukraine, jusqu'à ce que la Russie les interrompe en raison du soutien massif de l'Ukraine par les États-Unis. Un tournant en matière de politique de sécurité a été le sommet de l'OTAN en 2008 à Bucarest, où le président Bush a tenté avec une grande pression de sécuriser l'adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine à l'OTAN. Lorsque cela a échoué, comme d'habitude, pour sauver la face, une perspective d'adhésion vague a été incluse dans le communiqué. Le directeur actuel de la CIA, William Burns, à l'époque ambassadeur américain à Moscou, avait auparavant averti le gouvernement américain. Dans un télégramme, il écrivait sur les graves conséquences stratégiques. Il soulignait qu'elles ne pouvaient pas être assez estimées et qu'elles créeraient un terrain fertile pour une intervention russe en Crimée et dans l'est de l'Ukraine. Il ne fait aucun doute que Poutine ripostera fermement. Aujourd'hui, il est directeur de la CIA. Cependant, le véritable tournant a été le coup d'État orchestré par les États-Unis en février 2014 à Kiev.
Cela a déclenché la guerre civile dans le Donbass et le refus des droits des minorités à la population russophone. Comme vous le savez, cela a été convenu dans l'accord de Minsk II, arrangé par Mme Merkel et le président français. Ensuite, l'Ukraine devait effectuer une modification constitutionnelle d'ici fin 2015, qui accorderait les mêmes droits à la minorité russe qu'aux citoyens parlant ukrainien. Aux États-Unis, nombreux sont ceux qui sont convaincus que la guerre aurait pu être évitée. Cela aurait été possible si l'on avait sérieusement discuté de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et d'une plus grande autonomie pour la population russophone du Donbass au sein de l'État ukrainien. La guerre aurait également pu se terminer après 6 semaines. Lors des négociations d'Istanbul à la fin mars 2022, l'Ukraine et la Russie ont atteint un résultat acceptable pour les deux parties. Il a été essentiellement convenu que l'Ukraine renoncerait à une adhésion à l'OTAN et adopterait un statut neutre. En retour, les troupes russes devraient se retirer à leur position d'avant-guerre, c'est-à-dire au 23 février. Cet accord n'a pas été signé par l'Ukraine sous la pression de l'Occident. Au début de la 3e année de guerre, dans laquelle nous nous trouvons maintenant, il est évident que le destin de l'Ukraine se décidera cette année, probablement plus tôt que tard. L'avenir du pays est entre les mains de l'Occident. L'Ukraine a besoin d'argent, d'équipements militaires, d'armes et de munitions, mais surtout, il lui manque des soldats. Nous sommes, littéralement Zelensky, dépendants du soutien financier, sinon nous perdons, a-t-il déclaré. Presque la moitié du budget de l'État ukrainien est financé par l'Occident. Tout retard ou réduction du flux de fonds pourrait déclencher l'insolvabilité de l'État. Bien que l'Ukraine ait contribué et continue de contribuer considérablement à ses problèmes financiers par une corruption omniprésente. Tant que la guerre durera, l'Ukraine dépendra du soutien militaire complet de l'Occident. Mais même de nombreuses années après, la reconstruction et la reprise économique du pays nécessiteront un grand engagement à long terme, surtout de la part des Européens. Le chancelier fédéral s'est déjà placé il y a quelque temps à la tête des États qui devraient permettre à l'Ukraine de continuer la guerre aussi longtemps qu'elle le jugera nécessaire. Et il a appelé les États européens à une plus grande volonté de performance. Und er hat die europäischen Staaten zu größerer Leistungsbereitschaft aufgefordert. Der Bundeskanzler hat offenbar auch wesentlichen Anteil. Le chancelier fédéral a apparemment joué un rôle clé pour que tous les États membres de l'UBW, y compris la Hongrie, approuvent le paquet financier européen. Cependant, ce paquet doit être réparti sur les années 2024 à 2027, avec plus de 50 milliards d'euros. En comparaison avec le paquet de soutien américain de 60 milliards d'euros, ce n'est pas beaucoup. Il ne couvre ni les besoins financiers de l'Ukraine pour maintenir les fonctions gouvernementales, ni les besoins de soutien militaire. Cependant, il semble que les Européens devront peut-être complètement remplacer les États-Unis s'ils cessent d'être le principal soutien. Cela pourrait arriver si le Congrès refuse de libérer plus de fonds ou si le soutien est complètement arrêté après un changement de gouvernement, pas seulement financièrement. En raison des difficultés à mettre en œuvre le paquet de soutien actuel, qui a d'ailleurs été adopté par le Sénat aujourd'hui, il y a un certain espoir aux États-Unis qu'il passe également au Congrès cette semaine. Cependant, je ne suis pas tout à fait sûr, car beaucoup aux États-Unis sont sceptiques. Des solutions de remplacement sont déjà en discussion. Par exemple, le Japon et la Corée du Sud, qui ne livrent pas d'armes dans les zones de guerre, au CR, pourraient donner des armes aux États-Unis pour qu'ils les transmettent à l'Ukraine. Une autre option serait que les Européens payent pour des armes américaines destinées à l'Ukraine. La coordination actuelle du soutien par les États-Unis dans le format dit de Ramstein ici en Allemagne devrait à l'avenir être reprise par l'OTAN. Si vous prenez ces 3 facteurs ensemble, vous constaterez que l'européanisation de cette guerre a fait un grand pas en avant. Cependant, les États-Unis ne fournissent pas seulement de l'argent et des armes.
Ils contribuent également de manière significative à la formation des soldats ukrainiens, fournissent en temps opportun des données de reconnaissance et de ciblage aux forces armées ukrainiennes et jouent un rôle crucial dans la planification des opérations. Ces services, d'ailleurs avec un quartier général pour l'Ukraine établi à Wiesbaden, sont situés en Allemagne. Les États européens ne pourraient pas fournir les services mentionnés ci-dessus, en particulier la livraison de données de reconnaissance et de ciblage. Le risque que Donald Trump, s'il est élu président, initie un changement radical de politique est grand. Nous le connaissons de son mandat de président. C'est pourquoi il est compréhensible que les politiciens européens, qui pensent exclusivement en termes de scénario de guerre, suivent avec horreur les premiers succès de Trump dans la campagne primaire. Die ersten Erfolge Trumps im Vorwahlkampf mit ziemlichem Entsetzen verfolgen. Andererseits ist die Bereitschaft ungebrochen. D'un autre côté, la volonté de continuer la guerre et de s'engager financièrement sans changement par des livraisons d'armes, ou même, comme l'a demandé un politicien de l'CDU il y a quelques jours, d'étendre les actions directement à la Russie, reste inébranlable. Auparavant, il a dit que nous menons la guerre parce qu'il s'agit de milices dans le Donbass, qui, à ma connaissance, ne sont pas si impressionnantes. Cependant, c'est une raison. D'autres, y compris des Allemands, dont on ne prononce normalement pas le nom, ont mené des guerres pour des raisons similaires. C'est une illusion de prétendre qu'actuellement aucun côté n'a un avantage militaire. Je ne qualifierai pas la situation actuelle de pacte. Les forces ukrainiennes ont largement perdu la capacité de mener une guerre offensive terrestre après l'offensive ratée qui a été grandement célébrée en Allemagne et dans d'autres pays. Ce qu'elles font maintenant, c'est éviter et démontrer par des attaques sur le territoire russe qu'elles sont toujours capables d'agir militairement. Cela inclut également des attaques contre la population civile, par exemple lors d'un événement à Belgorod où 25 personnes ont été tuées, dont 5 enfants. En octobre, les Ukrainiens ont attaqué la ville de Donetsk avec des munitions à sous-munitions américaines. Mit amerikanischer Streumunition angegriffen. Dabei zum Beispiel auch die Universität in Brand gesetzt. Par exemple, l'université a également été incendiée. Cela constitue un crime de guerre selon le droit international humanitaire, même lorsqu'il est dirigé contre sa propre population. On ne doit pas commettre de crimes de guerre contre sa propre population. Les forces armées russes ont pris l'initiative depuis début octobre. Cependant, elles n'ont pas lancé d'offensive à grande échelle, contrairement aux forces ukrainiennes. Au lieu de cela, elles se concentrent sur des points d'attaque locaux dans le but de consolider leurs conquêtes précédentes et d'éviter de plus grandes pertes. Les points d'effort russes actuels se trouvent à Avdiivka, où ils sont déjà présents dans les banlieues. La prise complète d'Avdiivka ouvrirait la voie à la consolidation de la région orientale du Donbass. Dans la région de Kupiansk, les Russes ont rassemblé plus de 40 000 troupes, apparemment dans le but de conquérir la région de Kharkiv. Il est probable que les Russes prendront également Odessa. La situation critique de l'Ukraine a poussé les États-Unis à développer une nouvelle stratégie. Les forces armées ukrainiennes devraient pour l'instant adopter une défense stratégique, similaire à celle des Russes l'année dernière. L'objectif est de maintenir le territoire encore sous leur contrôle à partir de positions défensives solidement établies et surtout de réduire les pertes humaines élevées. Afin de créer les conditions pour un renforcement à long terme et une plus grande résilience des forces armées ukrainiennes, ainsi que pour l'économie, ils appellent cela la stratégie en 4 phases: combattre, construire, récupérer et réformer. Ils essaient actuellement de convaincre le président Zelensky de cette stratégie, surtout de lui faire comprendre que dans 10 ans, les forces armées ukrainiennes disposeront d'une grande puissance de combat et d'un facteur de dissuasion élevé. D'ici la fin de cette année, la puissance de combat des forces armées ukrainiennes devrait être considérablement plus grande qu'aujourd'hui.
Cela signifie cependant que le président ukrainien devrait abandonner son objectif de reconquérir tous les territoires occupés par la Russie, y compris la Crimée, car le front devrait être stabilisé là où il se trouve actuellement. Cette stratégie, prévue sur 10 ans, prévoit que les alliés européens prennent des engagements spécifiques pour le soutien militaire et économique. Ces engagements doivent être définis dans des documents nationaux contraignants et convenus dans un accord bilatéral avec l'Ukraine. L'engagement de 10 ans sert de garantie contre l'arrêt du soutien à l'Ukraine annoncé par Trump. Il vise également à empêcher qu'un changement de gouvernement dans un État européen ne mène à un changement de cap. Le Royaume-Uni a déjà conclu un accord correspondant avec le gouvernement ukrainien. Le gouvernement fédéral est également prêt à s'engager dans ce soutien et cette obligation d'assistance de 10 ans. Si tous les États de l'OTAN suivent cet exemple, cela pourrait équivaloir à une adhésion à l'OTAN par la porte dérobée, du moins en ce qui concerne la défense collective selon l'article 5 du traité de l'OTAN. C'est pourquoi il y a des réflexions aux États-Unis pour créer avec l'Ukraine un mécanisme similaire à l'article 4 du traité de l'OTAN. Cet article prévoit que les États membres se consultent lorsque l'intégrité du territoire, l'indépendance politique ou la sécurité d'un membre sont menacées. Dans ce contexte, la rupture entre Zelensky et le commandant militaire en chef, le général Salushny, est d'une importance particulière. Ce qui a conduit au licenciement de Salushny jeudi dernier. Il s'agissait en dernier lieu de la responsabilité de la mobilisation de 500 000 soldats pour compenser les lourdes pertes en personnel. La question était de savoir si c'était l'armée, donc Salushny, ou la politique qui devrait assumer cette responsabilité. Ni Salushny, ni Zelensky ne voulaient assumer cette responsabilité. Cependant, ce qui était décisif, c'était les désaccords fondamentaux sur la conduite des opérations, l'atteinte des objectifs politiques dans cette guerre, la prise en public des succès militaires. Échec. Lorsque Salushny a annoncé publiquement début novembre de l'année dernière que l'offensive était un échec, il s'est mis en contradiction ouverte avec son président. Ce dernier a constamment présenté la situation de manière excessivement positive, attirant naturellement plus d'attention et de confirmation de la part des politiciens occidentaux et des médias. Le licenciement de Salushny a eu lieu dans une phase extrêmement critique. Il apparaîtra très bientôt que la décision de Zelensky était une grande erreur. D'ailleurs, son successeur est d'origine russe. Cela montre à quel point ces deux peuples sont étroitement liés. Après l'échec de cette offensive, la peur grandit en Europe. On craint que l'objectif stratégique de la Russie ne soit la conquête de toute l'Ukraine. Ensuite, l'objectif pourrait être d'attaquer les pays baltes ou la Pologne et de commencer une guerre avec l'OTAN. Si vous avez lu le Weltamsonntag, alors vous savez que cela a été décrit très en détail. Dans les médias allemands, il est depuis quelque temps avancé que l'attaque contre l'Ukraine fait partie d'une stratégie impériale à long terme. L'objectif serait de reconquérir la sphère d'influence de l'Union soviétique. Depuis que la situation militaire penche clairement en faveur de la Russie, des soi-disant experts militaires diffusent presque hystériquement la peur de la guerre. Que cela soit dû à l'ignorance, à une vision idéologique étriquée ou à une pure vanité, je ne sais pas. Purer Wichtigtuerei geschieht, ich weiß es nicht. Vielleicht auch das Bemühen für die Verbesserung. Peut-être s'agit-il aussi de tenter de justifier l'amélioration de la capacité de défense de la Bundeswehr. Ce n'est pas clairement reconnaissable. Manifestement, ceux qui, il y a peu, prédisaient la victoire militaire ou le gain de guerre de l'Ukraine veulent mobiliser sans scrupule le soutien continu à l'Ukraine. Ils affirment qu'une défaite de l'Ukraine ne satisferait pas la soif de pouvoir de la Russie et que par conséquent, elle n'hésiterait pas à attaquer les États de l'OTAN. L'Allemagne et l'Europe se retrouveraient alors face à une décennie de confrontation avec la Russie.
Il est remarquable que des politiciens justifient la demande d'une augmentation significative des dépenses de défense par la supposition d'une guerre d'agression russe imminente. Pendant plus d'une décennie, les politiciens allemands ont accepté la violation de la Constitution qui a eu lieu en 2011 avec ce qu'on appelle le réalignement de la Bundeswehr. Pour être tout à fait clair, nous n'avons pas besoin d'une dangereuse histoire de guerre pour justifier que la Bundeswehr doit être capable de défendre le pays et la fédération. Il suffit enfin de remplir la mission constitutionnelle. La question reste donc de savoir s'il existe des preuves convaincantes que la Russie sera capable, dans quelques années, non seulement d'attaquer l'OTAN, mais aussi de se préparer à cela, parce que la Russie a l'intention de le faire. Poutine a rejeté l'accusation selon laquelle il aurait pour objectif de restaurer l'Empire russe, en disant littéralement « Personne ne veut nous croire. Personne ne veut croire que nous n'essayons pas de ramener l'Union soviétique. » Il a ajouté « Celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur. Celui qui souhaite son retour n'a pas de raison. » Lors de la dernière conférence de Valdai en octobre de l'année dernière, Poutine a déclaré « Je cite cela juste pour montrer qu'il n'y a pas de déclaration claire venant de Russie, comme elles sont rapportées chez nous. » Il a dit « La crise en Ukraine n'est pas un conflit pour un territoire. Je tiens à souligner cela. La Russie est le plus grand pays du monde. Nous n'avons aucun intérêt à reconquérir d'autres territoires. » On ne présente toujours qu'un seul côté de l'histoire. Hegel a dit « Le tout est la vérité, et la moitié est le mensonge. » Cela fait longtemps que je n'ai pas entendu le tout. Qu'en est-il en pratique? Existe-t-il vraiment une condition préalable pour une attaque contre les États de l'OTAN ou pour la conquête de toute l'Ukraine, car ce serait la condition préalable? Lors de son attaque contre l'Ukraine en février 2022, la Russie a déployé environ 190 000 soldats contre une force ukrainienne plus de 2 fois supérieure. Cette dernière avait été excellemment formée et équipée par l'Occident. Il devait être clair pour la direction russe que la conquête de toute l'Ukraine était impossible. Même si elle est toujours présentée par l'Occident comme incapable, elle maîtrise pourtant les opérations arithmétiques de base. Avec 190 000 hommes, on ne peut pas attribuer à la Russie l'intention de vouloir conquérir toute l'Ukraine. C'est tout simplement exclu. De plus, une occupation russe de ce grand pays nécessiterait un énorme effort en termes de troupes d'occupation. Pour comparaison, dans la petite RDA, 300 000 soldats russes étaient stationnés. Combien faudrait-il alors dans l'immense Ukraine? Un autre point est que l'ambition russe a toujours été d'avoir un tampon entre la Russie et l'OTAN. Ce tampon disparaîtrait si toute l'Ukraine était occupée. Cela signifierait que les soldats de l'OTAN et les soldats russes se feraient directement face. Le risque qu'un conflit éclate à cause d'une erreur humaine ou technique qui ne pourrait plus être contrôlée politiquement serait grand. Et nous avons vu tout au long de la guerre en Ukraine que tant la Russie que les États-Unis ont toujours cherché à éviter une confrontation directe. Donc cela n'était pas possible à l'époque. En Occident, cela a été célébré comme une grande humiliation pour les Russes, car ils n'étaient pas capables de s'imposer. C'est une autre histoire. Mais il y a encore autre chose que je veux mentionner rapidement. Dans le cadre des négociations de paix d'Istanbul à la fin mars 2022, la Russie a alors, en raison du déroulement positif pour les deux parties, et comme signe de bonne volonté, retiré ses troupes des territoires conquis autour de Kiev et a assuré contractuellement le retrait complet au statu quo ante de l'attaque, c'est-à-dire au 23 février 2022. Par conséquent, je suppose que l'attaque contre l'Ukraine n'est pas partie d'un plan impérial de reconquête des anciens territoires d'influence soviétique ou même de toute l'Europe.
Bien sûr, les objectifs de guerre peuvent changer au cours d'un conflit. Les spéculations sur les intentions d'attaque russes pourraient être très facilement vérifiées en convenant d'un cessez-le-feu suivi de négociations de paix. De plus, les résultats des négociations pourraient également inclure des dispositions empêchant le territoire ukrainien d'être utilisé par la Russie comme zone de déploiement pour une attaque contre l'Europe centrale. Von Russland als Aufmarschgebiet für einen Angriff auf Mitteleuropa genutzt werden kann. Darüber hinaus könnten mit Russland Vereinbarungen geschlossen werden. De plus, des accords pourraient être conclus avec la Russie qui augmenteraient principalement la sécurité des États baltes. Ils pourraient également contribuer à une plus grande stabilité entre l'OTAN et la Russie. Je pense par exemple à une mise à jour du traité FCE. Cela inclurait la limitation des forces conventionnelles avec une nouvelle réglementation des flancs. Des mesures militaires de confiance seraient tout aussi importantes. Ces mesures contribueraient à une plus grande transparence et prévisibilité de l'action politico-militaire. Il semble que pour Moscou, il est surtout important d'empêcher l'expansion de l'OTAN par l'adhésion de l'Ukraine jusqu'à la frontière russe. La Russie a déjà poursuivi l'objectif dans les années 90 de créer une zone tampon stratégique à l'OTAN, un soi-disant cordon sanitaire. Cette idée a été reprise récemment sous la forme d'une zone démilitarisée sur le territoire ukrainien. Récemment, cependant, les opérations russes montrent également que la Russie prend des précautions. Celle-ci vise à réduire le risque que les troupes occidentales interviennent dans la guerre pour éviter une défaite totale de l'Ukraine. En Allemagne, le fait qu'un accord paraphé par les deux parties a été atteint à Istanbul à la fin mars 2022 est supprimé ou nié. Cela se produit bien que même le gouvernement ukrainien ne le nie pas. Des participants ukrainiens aux négociations l'ont confirmé à plusieurs reprises publiquement. Verhandlungsteilnehmer bestätigt, haben das mehrfach in der Öffentlichkeit bestätigt. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Les raisons sont évidentes. Un examen plus approfondi du contenu de l'accord montrerait que l'Ukraine avait obtenu un très bon résultat. Un résultat qui aurait mis fin à la guerre dans des conditions tout à fait acceptables pour l'Ukraine après 6 semaines. Toute personne raisonnable se demanderait alors pourquoi Zelensky n'était pas prêt, par sa signature, à empêcher la mort d'un demi-million d'Ukrainiens et la destruction du pays. Après s'être même exprimé positivement sur les négociations dans les médias russes pendant les pourparlers. Et toute personne raisonnable continuerait à se demander pourquoi lui et les pays occidentaux qui le soutiennent, avant tout, ne sont toujours pas prêts à donner une chance à la paix maintenant. Les politiciens qui ont empêché la paix entre la Russie et l'Ukraine au début d'avril étaient manifestement convaincus que la Russie pouvait être vaincue avec leur soutien par l'Ukraine. Il devrait être clair pour tout le monde à présent que c'était une fiction. Les Ukrainiens ont atteint ce que leurs forces armées étaient capables de faire avec le soutien de l'Occident. L'Occident ne devrait donc plus se charger de la culpabilité du tragique destin du peuple ukrainien. Même avec le soutien de l'Occident par des livraisons d'armes et de munitions et la formation de soldats ukrainiens, l'Ukraine ne vaincra jamais militairement la Russie. Même la livraison de ce que certains amateurs ont appelé des game changers, parfois des chars, parfois autre chose, ne sont pas les armes miracles espérées. De plus, d'autres ont déjà espéré en des armes miracles. En tout cas, elles ne sont pas capables de changer la situation stratégique en faveur de l'Ukraine. Les forces armées ukrainiennes sont dans un état extrêmement critique. Après les lourdes pertes, elles n'ont plus la force d'atteindre un tournant stratégique. La dure vérité est que, malgré un soutien massif des États-Unis et de l'Europe avec des armes modernes, une défaite militaire de l'Ukraine se profile. Pourtant, nos médias disent qu'il faut livrer plus d'armes. Mais les armes ne peuvent pas remplacer les soldats. Il semble donc que l'Ukraine veuille maintenant, comme je l'ai déjà mentionné, déplacer la guerre à un autre niveau, c'est-à-dire agir profondément vers Bruxelles avec des systèmes d'armes. Je pense que la fenêtre de temps pour une paix négociée pourrait rapidement se fermer.
Si l'Occident ne s'efforce pas sérieusement d'obtenir une paix négociée, le sort de l'Ukraine sera décidé sur le champ de bataille. Et quand les armes se tairont, l'Ukraine ne sera plus ce qu'elle était. L'Occident pourrait donc même se voir contraint, et c'est ma grande crainte, d'empêcher une défaite militaire dévastatrice de l'Ukraine par son intervention active. Cela créerait un risque réel qu'une grande guerre européenne éclate sur le continent européen, y compris avec le risque d'une guerre nucléaire limitée. Bien que les deux grandes puissances, la Russie et les États-Unis, se soient beaucoup efforcés de prévenir exactement cela, il reste à espérer qu'il sera encore possible d'éviter une extension de la guerre à toute l'Europe. Sinon, maintenant je reviens à Alexandre le Grand, par la vivacité d'esprit d'un leader politique, alors peut-être encore, parce que la raison l'emporte. Je ne vois personne pour le moment. Quelqu'un vous vient-il à l'esprit, à qui on pourrait dire qu'il a de la vivacité d'esprit? Je ne comprends pas pourquoi les gouvernants ne sont pas consultés. Oui, je suis vivant, mais pas d'esprit. Donc, le dernier point que je veux faire et que je veux vraiment vous faire prendre à cœur est le suivant. Les historiens se sont toujours demandé comment il a été possible que les puissances européennes chancellent dans la Première Guerre mondiale la catastrophe originelle du XXe siècle. Espérons que les historiens, à l'avenir, n'auront pas à se demander comment la guerre en Ukraine a pu devenir la catastrophe originelle du XXIe siècle. Je vous remercie de votre patience. Des 21. Jahrhunderts werden konnte. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.